Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Vous allez vivre ce matin le débat au Sénat sur le projet de loi d'urgence face au coronavirus, un projet de loi qui a été adopté par le Parlement, un texte qui déclare l'état d'urgence sanitaire et qui offre au Premier ministre les pouvoirs de restreindre les libertés des Français. Je vous laisse écouter les débats. Et nous allons examiner un amendement qui porte le numéro 89. Il est présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre. Excusez-moi, Monsieur le Président. Cet amendement vise à préciser les conditions du contrôle parlementaire, j'en parlais tout à l'heure, s'exerçant pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale et le Sénat seront informés sans délai des mesures réglementaires prises par le gouvernement pendant sa mise en œuvre. À leur demande, sont portées à leur connaissance toute information utile sur l'évolution de la catastrophe sanitaire ayant justifié la mise en œuvre de cet état d'urgence sanitaire. Avis de la commission. La différence entre le gouvernement et nous, c'est que nous voulons que le contrôle porte sur toute la loi, y compris les dispositions qui ne relèvent pas de l'état d'urgence sanitaire. Et le gouvernement nous répond qu'il préférerait que le contrôle ne porte que sur la partie urgence sanitaire de la loi. Il me semble, Monsieur le Ministre, que dans cette volonté que le gouvernement manifeste de réaliser toute la transparence et l'union nationale sur tout ce qui touche à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de lutte contre cette épidémie, la dimension économique et sociale doit être englobée dans le contrôle parlementaire et c'est la raison pour laquelle nous avons donné un avis défavorable en espérant que notre refus ne contrariera pas trop le gouvernement car nous sommes attentifs à aboutir à un accord entre les deux assemblées. Le gouvernement maintient-il son amendement? Par l'explication de vote, ceux qui sont favorables à l'amendement du gouvernement, manifestant levant la main. Avis contraire? Il n'est pas adopté. Et nous passons à un amendement présenté par les membres du groupe socialiste et républicain. Qui le présente? Le président Sueur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. D'abord une correction, il s'agit non pas de l'alinéa 16 mais de l'alinéa 13. Nous considérons que compte tenu du fait rectifié, puisque c'est une erreur, ce n'est pas l'alinéa 16, c'est l'alinéa 13. Nous considérons que comme les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire induisent des limites aux libertés d'aller et de venir, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de réunion. Elles permettent de procéder à la réquisition des biens et des services. Il serait souhaitable que le rapport sur lequel se prononcera le Conseil des ministres soit pris après avis des différents ministres que nous citons dans l'amendement. Alors, monsieur le rapporteur. L'avis est défavorable. Avis défavorable. Deux avis défavorables. Pas de demande d'explication de vote. Je consulte. Qui est favorable à cet amendement? Avis contraire. Il n'est pas adopté. Il y a un amendement qui porte le numéro 16. Monsieur le Président Caner. Oui, très simplement, Monsieur le Président, dans le projet de loi est prévu donc une série de réquisitions potentielles pour faire face aux besoins d'hébergement, et notamment y compris peut-être pour les personnes en grande difficulté sociale. Il n'est pas prévu dans le texte donc les modalités de restitution de réquisition. Il est possible que ces restitutions se fassent dans des conditions y compris de dégradation des lieux qui auraient été réquisitionnés pendant plusieurs mois, et donc nous voudrions que cela puisse être complété en adoptant l'amendement. L'avis de la commission, Monsieur le Président. Le Code de la défense règle le problème, Monsieur le Président. Nous sommes donc défavorables. Défavorable? Oui. Gouvernement? Pour les mêmes raisons, proposition de retrait, Monsieur le Sénateur. Le Code de la défense prévoit déjà les conditions de restitution des biens réquisitionnés. Il est maintenu? Il est retiré. Merci. Un amendement présenté qui porte le numéro 90, Monsieur le Ministre, qui est présenté par le gouvernement.
Monsieur le Président, le propre des crises sanitaires telles que celle du Covid, c'est d'être... Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas l'amendement 90 du gouvernement? Alors si vous voulez bien en donner lecture intégrale. Monsieur le ministre. Je donne lecture intégrale. Il est en cours de distribution. Très bien. Je peux peut-être commencer la présentation? Non, non, attendez. Il est en cours de distribution, je vais vous épargner une longue lecture, mais vous pourrez le commenter. Je vous demande donc un tout petit peu d'attendre. Vous le présentez, Monsieur le Ministre. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Le propre des crises sanitaires telles que celle du Covid-19, c'est d'être inédite, de justifier des mesures qui peuvent l'être également. Si la liste proposée par le texte de la Commission couvre la plupart des mesures actuellement prises, elle ne saurait pour autant être définitive ni exhaustive. À ce titre, il pourrait être utile de compléter cette liste en prévoyant la possibilité de prendre des mesures de contrôle des prix, à l'instar de celles prises par le décret du 5 mars 2020 relatif au prix de vente du gel hydroalcoolique. Je rappelle que ça m'a permis de plafonner le prix de vente du gel hydroalcoolique qui était en train de décoller dans les pharmacies. Aussi, cette mesure, prise sur le fondement du 3e alinéa de l'article L410-2 du Code de commerce, a pris la forme d'un décret en Conseil d'État après consultation du Conseil national de la consommation. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, elle pourrait faire l'objet d'un décret simple. D'autres atteintes potentielles à la liberté d'entreprendre pourraient intervenir, des autorisations, voire des obligations de fabriquer certains produits, comme les solutions hydroalcooliques, par les entreprises dont les chaînes de production peuvent être adaptées en ce sens. Et donc, l'objectif est de limiter la difficulté que pourrait poser l'édiction d'une liste strictement limitative. Il est donc proposé de conserver la possibilité de mesures autres que celles qui y figurent. Je peux, pour résumer, être amené à prendre, dans le cas où d'autres membres du gouvernement être amenés à prendre dans l'urgence des mesures de régulation extraordinaires dans le champ de l'exercice du commerce, de manière à garantir l'accès à des produits absolument nécessaires à visée d'hygiène ou de santé pour l'ensemble des Français. L'idée, c'est quand même que nous puissions avoir suffisamment de fluidité et de souplesse pour ne pas perdre une minute. Vous l'avez vu, il a fallu quand même, malgré tout, 24 heures pour la mise en application opérationnelle de la décision que j'avais prise de plafonner le prix du gel hydroalcoolique. Des mesures comme celle-ci, nous sommes amenés à en prendre probablement dans les prochaines semaines et le gouvernement vous demande de simplifier ces mesures de manière à ce que nous puissions simplifier la vie des soignants et des Français. Monsieur le Président. Oui, je reconnais la valeur des intentions du gouvernement quand il nous présente cet amendement. Mais je dissocierai l'avis que je donnerai sur le 8e de celui que je vais donner sur le 9e. Et je vais commencer par le 9e pour lequel mon avis est défavorable. Pourquoi? Nous avons fait un gros effort pour établir la liste des catégories d'actes que le gouvernement peut prendre et qui vont limiter drastiquement un certain nombre de libertés, comme la liberté d'aller et venir ou la liberté du commerce et de l'industrie, parce que nous pensons qu'il y a une exigence constitutionnelle qui est aussi une exigence républicaine. Elle consiste à ce qu'on ne puisse pas utiliser des pouvoirs exorbitants du droit commun sans que le législateur ait circonscrit les catégories de mesures qu'on peut prendre dans le cadre de ses pouvoirs. Et à l'alinéa 9 qui figure dans votre texte, vous ajoutez aux 8 catégories que nous avons, aux 7 catégories que nous avons définies, une 9e qui dit toute mesure utile. Et c'est précisément ce que nous avons voulu éviter. Vous nous auriez proposé un amendement pour définir quelque chose autour de ce que vous avez fait pour les gels désinfectants. Nous aurions dit, ben oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, sur ce qui concerne des mesures d'encadrement des prix que vous voudriez pouvoir prendre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, je suis favorable. Donc, Monsieur le Ministre, si vous voulez emporter le morceau sur le contrôle des prix, je vous demande de sous-amender votre amendement pour supprimer le 9e. Sinon, si vous ne le faites pas, j'émettrai un avis défavorable. Ministre, la proposition du rapporteur. Je me permets, pardon, Monsieur le Président, je ne le ferai qu'une fois ce soir, de persister et signer.
J'ai besoin d'une disposition souple. Il y a de la recherche thérapeutique majeure dans notre pays et à l'étranger. Je n'exclus pas d'être amené, je ne dis pas que j'en ai le projet, mais c'est pour vous donner un exemple, je n'exclus pas d'être amené de manière très réactive à demander par exemple un dispositif de licence d'office, plafonnement de prix de médicaments. Je sais qu'il y a des sénateurs sur ces groupes, sur ces bancs qui seront très sensibles. De manière... Non, le 8e ne suffit pas, je vous garantis, sinon j'aurais cédé très volontiers face à votre argumentaire. Imaginons que j'ai un produit qui soit expérimenté, dont on démontre l'efficacité, qui peut être produit en France, mais dont les brevets ne nous appartiennent pas. Imaginons qu'il soit américain ou chinois et que ce soit très compliqué, et que de façon très réactive, pour pouvoir déclencher la production de ces produits, faire un séquestre pour éviter que les dispositifs et les médicaments ne sortent du pays pour l'offrir aux Français, si je dois en passer par une mécanique logistique extrêmement complexe, on va perdre du temps. J'insiste sur ce point-là. On est dans une situation exceptionnelle qui nous oblige à prendre des dispositions exceptionnelles. N'imaginez pas du tout la volonté, ne nous prêtez pas la volonté, je sais que ce n'est pas le cas, de vouloir abuser de ce pouvoir pour sortir du champ sanitaire. On est tout à fait d'accord. Mais je vous dis juste qu'on va perdre du temps si on a des dispositifs logistiques trop complexes en la matière. Monsieur le Président Bas. Monsieur le ministre, croyez-le bien, je vous aurais volontiers aidé si vous aviez fait l'effort de prévoir non pas une sorte de rubrique plein pouvoir, mais si vous aviez défini plus précisément quelles étaient vos intentions, que vous savez parfaitement exprimer oralement, mais que vous n'avez pas traduit dans votre texte. C'est la raison pour laquelle, puisque vous ne voulez pas le sous-amender, j'émets un avis défavorable sur la totalité de cet amendement, en espérant d'ailleurs que, comme vous l'avez fait ces 15 derniers jours, vous trouverez dans l'arsenal juridique les ressources nécessaires pour pouvoir agir vite dans les domaines où vous voulez le faire. Mais si vous aviez préparé votre amendement pour pouvoir dire clairement dans le droit ce qui est votre intention et à laquelle je souscris, eh bien, nous aurons donné un avis favorable. Bien, un avis défavorable. J'ai deux demandes d'explication de vote. Trois même. Vous avez la parole, Madame La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire, Monsieur le Ministre, que je confesse que, comme beaucoup d'entre nous, je ne vous connaissais pas et je connais un peu votre itinéraire politique, mais je ne pensais pas vous trouver représentant une mesure de contrôle des prix. À situation exceptionnelle, proposition exceptionnelle. Bien. Vous dites vous-même que d'ailleurs vous avez pu le faire, la preuve, vous avez pu contrôler les prix qui s'envolaient des gels hydroalcooliques, mais vous avez considéré que la procédure était trop complexe et qu'il fallait pouvoir aller plus vite. Soit, lorsque vous décrivez cela, je vous fais confiance par principe. Mais le deuxième point qui, entre nous, et le président Bas l'a dit avec beaucoup d'onctuosité, le deuxième point n'a rien à voir, mais rien à voir. Puisqu'il décide que vous allez pouvoir, vous, ministre de la Santé, proposer des mesures générales nécessaires limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire. Terminé. Véran, roi du monde. Donc, je pense qu'il y a une curiosité. D'abord, vous êtes ministre de la Santé. Vous faites une belle carrière, mais vous n'êtes pas ministre de l'Intérieur, ni Premier ministre. Premièrement. Deuxièmement, je pense que, effectivement, et le président Bas aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, nous avons listé, certains d'entre nous, nous sommes en désaccord avec la liste de ces compétences, mais nous avons listé toute une série de mesures que vous pourriez être amenés à prendre, mais en les encadrant juridiquement. Parce que ce n'est pas rien ce que vous proposez là. Donc, pour revenir à ce qui était évoqué par le président Bas tout à l'heure, si vous coupez votre amendement en deux, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que le Sénat pourrait voter la première partie et que sans doute nous rejetterions la deuxième. Mais si vous souhaitez perdurer avec les deux dans la même, je crains que le Sénat ne rejette l'amendement. Monsieur Lecomte. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Serait-il possible de proposer pour avancer un sous-amendement supprimant dans le 9e la limitation de la liberté d'aller et venir et la liberté de réunion? Je propose un tel sous-amendement à l'amendement du gouvernement où on ne laisse qu'une atteinte à la liberté d'entreprendre qui correspond à aux besoins qu'a exprimé Monsieur le Ministre
je vous propose, mes chers collègues, un tel sous-amendement de manière à pouvoir avancer. Madame Garriaud-Maylam. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, simplement une réaction spontanée. J'avoue que j'ai beaucoup de respect, d'amitié pour le Président Bas, mais je crois qu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans une situation d'urgence et nous devons respecter cet état d'urgence et prendre les mesures qui peuvent nous permettre, d'avancer. Et je crois vraiment que cette mesure de contrôle de prix est absolument indispensable. Mais ce que je comprends les réticences face à l'alinéa numéro 9, mais s'il n'y a pas de sous-amendement de proposer, moi j'avoue que je vous exhorterai quand même à essayer de ne pas bloquer la situation, d'aller de l'avant et de voter ce texte. Je le disais d'ailleurs tout à l'heure avant d'entrer au Sénat au ministre. On m'informait tout à l'heure, mais c'est absolument inadmissible, d'une pharmacie qui aurait vendu une boîte de 100 masques à un médecin connu pour 800 €. C'est inadmissible. Et je crois qu'il est important de prendre des mesures très claires, très strictes. Et donc, moi, je soutiendrai votre amendement, même s'il n'est pas sous-amendé. Monsieur le Président Milon, on laisse les explications de vote. Je voudrais juste intervenir pour dire que je soutiens complètement l'amendement du ministre, et je m'en excuse auprès de Philippe Bas, pour des raisons évidentes au niveau des médicaments en particulier. Nous avons tous les ans au niveau des PLFSS ces discussions sur les difficultés qu'on a à se fournir pour certains types de médicaments, et l'explication qu'a donnée Monsieur le ministre dans le cadre de cette maladie, en particulier dans le cadre de cette catastrophe, doit nous permettre de réaliser, qu'au niveau des PLFSS, il nous faudra revenir sur les autorisations et revenir sur la façon dont on peut obliger certains laboratoires à fournir les médicaments qu'ils ne nous fournissent pas. Et là, je soutiens complètement, dans le cadre de cette crise, il est nécessaire que nous ayons à disposition l'ensemble de l'arsenal thérapeutique sans aucune difficulté. Madame Cohen. Oui, la présidente. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, j'apprécie effectivement l'alinéa 8 et les explications du ministre étaient parfaitement claires par rapport effectivement à la difficulté d'approvisionnement des médicaments. Et ici, tout le monde sait qu'au niveau de notre groupe, nous sommes notamment pour la licence d'office et nous avons bataillé plusieurs moments forts. Donc, c'est bien d'avoir le soutien du ministre sur cette question. Par contre, Monsieur le ministre, moi, je partage vraiment les remarques qui vous ont été faites en soulignant que l'alinéa 9 n'a pas de rapport et que vous risquez finalement de ne pas faire voter votre amendement qui serait profitable à tous uniquement si vous maintenez l'alinéa 9. Parce que quand même, je relis, en tant que de besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion, même s'il est spécifié dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée, on ne voit pas très bien, si vous voulez, le rapport dans la seule, c'est quoi dans la seule finalité de mettre, etc. Là, on est sur le domaine de la santé. Je pense que vraiment, franchement, l'alinéa 8 est suffisant et il pourrait, à mon avis, être voté largement majoritairement. Présidente Sophie Primas. Oui. Merci Monsieur le Président. Sans beaucoup d'originalité, moi je vais soutenir la position du Président Bas, puisque autant je comprends l'alinéa 8 et je le soutiens pleinement, entièrement, et bravo d'ailleurs Monsieur le Ministre d'avoir limité le prix des gels, et on comprend bien que vous pourriez avoir besoin de cet outil-là, mais en revanche l'alinéa 9, mais il est démesurément... il est sans limite, c'est-à-dire qu'il vous donne quand même toute possibilité de limiter la liberté d'aller et venir et la liberté de réunion. Donc ça me semble quand même extraordinairement large, beaucoup trop large. J'observe que la liberté d'ailleurs d'aller et venir et la liberté de réunion, vous les avez restreints sans cet alinéa aujourd'hui, puisqu'on est confiné à domicile. Donc je ne comprends pas l'utilité. Et sur la liberté d'entreprendre, je comprends l'argumentaire du président Milon. Je comprends votre argumentaire, Monsieur le Ministre. Mais ne peut-on pas, dans ce cas-là, le limiter au domaine pharmaceutique ?
et dans la seule finalité de mettre fin à une catastrophe sanitaire. Voilà, pouvons-nous le sous-amender dans ce sens-là? Peut-être la Commission d'abord, Monsieur le Ministre. Oui, nous ne sommes pas concertés avec Sophie Primas et pour cause, cet amendement n'a pas pu être examiné par la Commission tant il est arrivé tardivement. Mais je voudrais dire très simplement que son alinéa 9, dont vous n'avez peut-être pas tous pu prendre connaissance, revient à annuler purement et simplement l'effort qui a été fait pour circonscrire le champ des mesures susceptibles d'être prises par le gouvernement. Je vous le lis pour savoir de quoi on parle. Il permet au gouvernement de prendre en tant que de besoin toute mesure générale nécessaire limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire. C'est-à-dire que, alors qu'on a fait une liste de ce qu'il est possible de faire, avec cette phrase, on dit la liste ne sert à rien, je peux tout faire. Eh bien, je dis, moi, que je souscris pleinement à la volonté du gouvernement de mettre à la disposition du public des médicaments en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires, et je rejoins en cela M. Milon, mais le prix à payer pour que cette mesure puisse être prise n'est pas de donner les pleins pouvoirs sous le seul motif qu'il y a une crise sanitaire au gouvernement pour limiter la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion. Alors, comme je tiens vraiment à ce que nous puissions avancer et que je suis favorable au 8e, comme beaucoup des orateurs qui se sont exprimés, je vais vous proposer, Monsieur le Ministre, puisque vous avez donné des exemples, de satisfaire votre attention sans ouvrir le champ démesurément et d'une manière qui me paraît radicalement inconstitutionnelle. Ça ne sert à rien de faire l'état d'urgence sanitaire pour vous donner un fondement juridique sûr pour l'action contre le coronavirus si c'est ensuite pour s'exposer à un risque constitutionnel majeur. Et donc, je veux aider, mais aidez-moi à vous aider. Donc, je vais vous proposer un sous-amendement en remplaçant votre 9e et en disant que l'objectif, que vous pouvez prendre toute mesure destinée à mettre à la disposition des patients les produits thérapeutiques qui sont nécessaires à leur traitement dans le cadre de cette crise. Je pense que mon collègue président Alain Milon sera satisfait par ce sous-amendement. Bien, Monsieur le Ministre, vous vouliez intervenir. Ensuite, j'évoquerai ce sous-amendement pour consulter le Sénat. Une dernière fois, parce que je pense, avec tout le respect que j'ai pour le président Bas... Non, mais bien sûr, mais ce n'est pas qu'un avis. C'est ce que dit aussi le droit. Le droit aujourd'hui, par simple arrêté 31-31 que j'ai signé, j'ai pu limiter et interdire des rassemblements publics. Je l'ai signé, c'est un arrêté. Vous ne l'avez pas vu passer au Parlement, c'est pas sous contrôle du Parlement, c'est un arrêté du ministre de la Santé, c'est l'état du droit actuel. C'est l'état du droit actuel, je l'ai signé, Monsieur Bas, l'arrêté 31-31. Attendez. Non, il est totalement légal. Nous avons voulu renforcer le contrôle du Parlement à travers un passage de texte législatif. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois, avec ou sans coronavirus, qu'on active l'article 31-31 qui permet, pour raison de santé publique, de manière proportionnée dans le temps et dans l'intensité, de restreindre des libertés collectives si c'est nécessaire à visée de santé publique. J'ai signé cet arrêté. Je l'ai signé d'ailleurs à 2 reprises parce qu'à chaque fois que nous avons renforcé les limitations de manière à aller vers davantage de confinement des populations, je m'en souviens bien, Monsieur Bas, parce que je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Interdire les rassemblements religieux au sein des centres religieux, fermer les écoles, interdire l'ouverture des commerces, c'est quelque chose qui, pardonnez-moi, pourrait tout à fait s'inscrire dans la liste des choses qui semblaient vous effrayer si on l'inscrivait dans le droit, mais qui pourtant en fait déjà partie, c'est l'arrêté 31-31, encore une fois, je l'ai déjà signé 3 depuis le début. Bien, j'insiste quand même là-dessus pour que ce soit dit. Ensuite, c'est pas le ministre de la Santé qui prend la décision, madame la sénatrice, c'est le Premier ministre qui prend la décision sur proposition du ministre de la Santé. C'est un décret signé par le gouvernement, par le Premier ministre. Ensuite, c'est une finalité purement et exclusivement de santé publique et qui ne peut absolument pas déborder vers d'autres choses et qui doit être proportionnée. L'alinéa 24 vous dit d'ailleurs que les mesures prescrites en application du présent article doivent être proportionnées aux risques sanitaires encourus, appropriées aux circonstances de temps et de lieu et qu'il y ait mis sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. J'ajoute que ça nous permet ça vous garantit un contrôle à la fois
par le juge et à la fois par le Parlement, et que pour dernier argument juridique, s'il en fallait un, mais je le comprends parfaitement le débat, encore une fois, c'est que le Conseil d'État a jugé complètement conforme la disposition que le gouvernement vous présente. Je ne veux pas prolonger éternellement le débat dans cet hémicycle, mais que je ne voudrais pas que vous mépreniez sur la volonté du gouvernement. Vous imaginez bien que si on vient devant vous aujourd'hui, c'est pas avec une ambition cachée de limiter les libertés publiques, mais plutôt de vous demander de l'aide à aller plus vite en crise sanitaire exceptionnelle pour prendre des mesures qui s'imposent, que je peux prendre par arrêté, mais que je vous propose de prendre par décret du Premier ministre. Bien, mes chers collègues, nous sommes saisis d'un sous-amendement présenté par le rapporteur de la commission des lois, non pas des affaires économiques tel qu'il figure sur l'amendement qui vous a été distribué. Donc, il est rectifié par moi-même pour préciser dans son intitulé. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre, sur cet amendement? Le sous-amendement? Oui, le sous-amendement. Défavorable. Monsieur Lecomte. Oui, c'est dans l'esprit le même que celui que j'avais proposé, même s'il n'est pas proposé au vote. Donc, bien entendu, nous y rallions. Bien. Monsieur le Président Bas, vous vouliez ajouter quelque chose? Monsieur le Président, si le ministre dispose déjà avec l'article L6161-1 du Code L3131-1 du Code de la santé publique, du fondement juridique qui lui permet de prendre ces mesures, il peut facilement renoncer aux dispositions de son 9e alinéa. Moi, je lui dis que ces arrêtés était un fondement juridique insuffisant pour mettre en cause des libertés fondamentales, que seule la théorie des circonstances exceptionnelles ont permis que, d'ailleurs, ils n'ont pas été attaqués, ils aient pu être mis en œuvre. Et heureusement, d'ailleurs, que vous aviez cette possibilité, car je souscris aux mesures que vous avez prises, mais que pour autant, si vous voulez faire un travail juridique convenable, vous devez nous dire ce que vous voulez inscrire dans la loi comme catégorie de mesures. C'est ce que nous vous proposons avec ce sous-amendement. Je vais consulter sur le sous-amendement présenté par la commission des lois. Ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main. Il est adopté. Je vais donc consulter sur l'amendement 90, ainsi sous-amendé. Ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main. Avis contraire. Il est adopté ainsi sous-amendé. Et nous examinons maintenant l'amendement 18 qui le présente, Monsieur Sueur. Oui, son texte suffit à sa défense, Monsieur le Président. Monsieur le... Favorable. Défavorable. Explication de vote, je n'en vois pas. Je rappelle que la commission est favorable, le gouvernement défavorable. Ceux qui sont favorables sur l'adoption le manifestent en levant la main. Il est adopté. Avis contraire, pardonnez-moi. Il est adopté. L'amendement 38 n'est pas défendu. Et nous passons à l'amendement 50. Madame la Présidente, c'est Madame Cohen qui le présente. Oui, merci Monsieur le Président. Ce présent article confère des pouvoirs exceptionnels donc au ministre de la Santé, qui peut prescrire par voie réglementaire des mesures générales et individuelles qu'il juge nécessaires. On a un peu échangé là-dessus. Étant donné le champ non défini et donc potentiellement extrêmement large des mesures en question, il s'agit avec cet amendement de s'assurer que ces décisions soient prises après consultation du comité scientifique institué par le présent texte. Il me semble que ça va dans l'esprit de ce que veut faire le gouvernement au niveau de ce comité scientifique, et donc nous voulons qu'il soit systématiquement consulté avant une prise de décision de la part du ministre. Avis de la commission. L'avis est défavorable parce qu'il va y avoir beaucoup de mesures individuelles et ce comité scientifique va être Plus engorgé. Plus fort, on va veiller. L'avis est défavorable parce qu'il va y avoir beaucoup de mesures individuelles et ce comité scientifique va être engorgé par les détails et ne pourra plus se prononcer sur l'essentiel.
Monsieur le ministre. Même chose que le président Bas, avis défavorable pour... il faut qu'on puisse aller vite. Je vous proposais tout à l'heure de nous éviter de revenir systématiquement devant le Parlement après chaque Conseil de défense visant à mettre en place des mesures de confinement en cas d'urgence sanitaire. De la même façon, je vais être défavorable à tout ce qui va entraîner un retard dans la prise de mesures, quitte à revenir ensuite pour discuter, expliquer, concerter, parlementaires, scientifiques. J'ai été, et le président de la République a souhaité initier pour la première fois d'ailleurs dans une crise sanitaire l'instauration d'un conseil scientifique indépendant qui se réunit bien, qui travaille bien, en toute transparence, publication totale des avis. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Donc, aller mettre tout de suite des clauses imposant de fonctionner avant toute prise de décision ne me paraît pas, honnêtement, pour être en pleine gestion de crise sanitaire depuis 4 semaines, de nature à nous aider. Bien. Oui, il est retiré un amendement présenté par le président Sueur. Monsieur le Président, il porte le numéro 35 rectifié. Il est défendu puisque déjà, il a connu un sort funeste que nous n'avons pas compris, puisque vous savez bien que les catastrophes, ce n'est pas la même chose qu'une catastrophe exceptionnelle. Donc nous allons le retirer. Par contre, oui, il est retiré le 36. 35 rectifié. Retiré. Oui, retiré. 36. Le 36 rectifié. Oui, alors cet amendement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vise à préciser les conditions d'information du procureur de la République s'agissant de mesures individuelles de restriction des droits et libertés constitutionnellement garantis appliquées dans le cadre du régime spécifique d'exception sanitaire que le présent projet crée. Il nous paraît nécessaire de s'assurer de l'immédiateté de cette information, indispensable au contrôle de l'action du représentant de l'État dans ce cadre juridique dérogatoire et, pour le coup, exceptionnel. Avis de la commission. L'avis est défavorable, Monsieur le Président. Double avis défavorable. L'avis est favorable, je me suis trompé, pardon. Favorable. Et l'avis est défavorable. Explication de vote. Je vous en prie, allez-y. Nous travaillons vite et il y a forcément des petits risques d'imperfection, mais autant je trouve logique qu'on transfère l'information au procureur des mesures individuelles. Mais quel est le rôle du procureur par rapport à des mesures collectives ? Monsieur Richard, pas d'autres demandes. Donc, avis favorable de la commission pour que les choses soient claires, défavorable du gouvernement. Ceux qui sont pour son adoption le manifestent en levant la main. Oui, vous aviez demandé après l'ouverture du vote. Allez. Ceux qui sont favorables le manifestent en levant la main. Avis contraire. Il est adopté. Nous allons examiner maintenant 3 amendements qui vont faire l'objet d'une discussion commune. D'abord l'amendement numéro 12. Il est présenté par le président Kanner. Oui, Monsieur le Président, simplement puisqu'il s'agit de créer officiellement le comité scientifique chargé d'éclairer par son expertise les décisions du gouvernement, nous souhaitons simplement que le Parlement puisse être représenté au sein de ce comité scientifique par 2 sénateurs et par 2 députés. Je pense que ça donnera de la force à l'analyse qui sera présentée et aussi à une manière de contrôler par le Parlement l'action de ce comité qui est si important aujourd'hui dans les décisions prises par le gouvernement. Je l'ai dit tout à l'heure, alpha et oméga parfois de certaines décisions qui nous sont portées à connaissance. L'amendement 51 présenté par les membres du groupe communiste, Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur le Président. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la discussion générale, la crise que nous traversons actuellement, face à cette crise, il est essentiel que l'exécutif soit le plus transparent possible. Et à ce titre, on doit, même avec des réserves quelquefois, saluer les allocutions régulières du gouvernement. Toutefois, la cote de confiance dans le gouvernement étant ce qu'elle est, il est essentiel que le comité de scientifiques communique hebdomadairement ses préconisations.
Cette mention se veut plus précise que celle inscrite aujourd'hui dans le texte, afin de fixer un cadre de périodicité minimale au niveau de la semaine. C'est à cette condition, selon nous, que nous pourrons essayer d'enrayer à la fois les vagues de panique et les actes d'irresponsabilité que nous connaissons depuis plusieurs jours. Merci. L'amendement 15, Madame Benbassa. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, conformément à la nécessité d'information du Parlement énoncée dans le présent projet de loi, l'article 5 prévoit la constitution d'un comité d'experts qui aura pour mission la remise régulière d'un avis scientifique sur les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence. Je suivrai donc l'argumentation de ma collègue Madame Assassi. Pour ne pas être longue, je dirais que moi je demande qu'il y ait un rapport bimensuel plutôt qu'hebdomadaire. Voilà le seul point sur lequel nous ne divergeons pas, mais nous nous complétons. Alors, Monsieur le Président. Il faut savoir ce que l'on veut faire de ce conseil scientifique. Je le tiens pour un organe très précieux qui répond aux questions que le gouvernement lui pose. Quand il a une difficulté, le gouvernement, à prendre une décision de sécurité sanitaire dans cette crise du coronavirus. Ça ne doit pas être une institution avec des procédures, ça doit être un conseil souple. Et surtout, c'est un conseil scientifique. Et donc, mes chers collègues, quoique vous soyez nombreux à avoir des qualifications scientifiques très élevées, je ne crois pas que nous trouvions facilement à justifier notre présence dans ce Conseil. Autant il me paraît important que le Conseil soit transparent, mais le gouvernement a toujours rendu public ses avis, et d'ailleurs je crois qu'il ne pourrait pas faire autrement, parce qu'il y a une attente très forte de l'opinion. Autant je voudrais qu'on ne rigidifie pas. Avis défavorable aux 3 amendements. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, pardon, un avis défavorable à ces 3 amendements. Le conseil scientifique, il m'est arrivé de le saisir dans l'heure, pour des réactions extrêmement rapides. Je leur ai proposé des modalités de travail qui leur sont propres. Ils ont décidé de se retrouver minimum 1 fois par jour en visio, en vidéoconférence, parfois 2 fois par jour lorsque c'est important. Et y compris le week-end, un samedi et un dimanche, il m'est arrivé de les saisir en toute urgence. N'allons pas, dans un environnement qui, par définition, supporte mal la régulation et la temporalité précise, qui est l'environnement d'une crise sanitaire comme celle que nous traversons aujourd'hui. Plus nous mettons de rigidité, plus nous perdons en souplesse. Et la souplesse, c'est une arme quand on est en guerre contre les virus. Donc un avis défavorable contre ces amendements. Explication de vote, Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je comprends l'avis défavorable, mais en vous écoutant, je repense à ce qui s'est passé à partir de 2015 en matière d'état d'urgence. Et on avait, de façon spontanée, organisé avec le ministre Cazeneuve et ses services, un comité de suivi, un suivi de l'état d'urgence, où le Parlement était régulièrement informé chaque fois qu'on en avait besoin. Donc je pense que si vous vous engagiez tout simplement à avoir ce type de démarche, ça donnerait à la fois de la souplesse et à la fois les conditions de contrôle et en tous les cas de suivi. On avait ce suivi de l'état d'urgence sous Bernard Cazeneuve avec le nombre de perquisitions, etc. Tout ça a été fait de façon totalement transparente et je crois avait donné satisfaction à la représentation nationale. Madame la Présidente, Assassi, vous vouliez. Monsieur Laurent. Oui, je voudrais, Monsieur le Ministre, attirer votre attention sur une chose, c'est que comme parlementaires, alors que nous vous donnons aujourd'hui, à vous et au gouvernement, un très grand nombre de pouvoirs, comment est-ce que nous avons accès à l'information des scientifiques? Aujourd'hui, quand quelqu'un du gouvernement nous dit l'avis des scientifiques nous conduit à prendre telle décision, mais il ne nous informe pas vraiment sur l'avis des scientifiques, on nous dit les scientifiques recommandent ça, donc nous allons le faire. Ou alors, comme tout le monde, à travers les médias, un filtre qui a quand même ses limites, ou parfois ses travers. Donc il y a quand même une exigence de transparence
que vous devez entendre dans notre demande, parce que nous devrions pouvoir avoir accès à l'expertise des scientifiques d'une autre manière que seulement en se mettant devant la télévision. Pas d'autres demandes, je vais consulter. Monsieur Lecomte, pardonnez-moi. Monsieur le Président, nous allons voter, compte tenu des circonstances, des mesures exorbitantes du droit commun en matière de liberté publique, liberté d'entreprendre, liberté de réunion. Nous ne pouvons pas faire cela sans avoir toute la compréhension et toute la transparence sur la situation. Cette crise, elle est mondiale, elle touche toute l'humanité. Et je suis convaincu que la manière dont nous nous comportons face à cette crise dessinera le monde de demain. Et pour dessiner le monde de demain avec sa liberté et avec sa démocratie, nous devons respecter la transparence et expliquer pourquoi, dans les circonstances présentes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et cette manière de l'expliquer, ça passe aussi par le Parlement, ça passe par les parlementaires, ça passe par de la transparence et ça passe donc par une implication différente et un rôle différent du comité scientifique justement pour cette transparence, parce que la manière et la transparence avec lesquelles nous allons agir dessinera le monde d'après. Monsieur le Président Kader. Monsieur le Président, j'ai entendu Monsieur le Ministre nous dire qu'il faisait confiance, et il a sûrement raison, au comité scientifique, et que c'était un outil d'une grande souplesse pour faciliter et favoriser les bonnes prises de décision de la part de l'exécutif. Je voudrais quand même vous rappeler quelque chose, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je voudrais vous rappeler quelque chose. Le 12 mars, jeudi 12 mars, votre comité scientifique, quand je dis le vôtre, ce n'était pas un titre de propriété, nous explique que nous pouvons déplacer sans aucun problème 47 millions de Français le 15 mars. Confirmé dans la déclaration du Premier ministre le 14 mars au soir, évoquant néanmoins la fermeture des commerces et des cafés. Nous allons voter, et le 16 mars, le même comité scientifique propose le confinement. Il y a sûrement beaucoup de cohérence dans tout ça. Il faudra un jour expliquer aux Français. Et donc le fait qu'il y ait des parlementaires qui puissent être présents dans ce travail, je crois, nous permettrait d'avoir plus de transparence telle que cela a été demandé. Madame la Présidente Assassi et ensuite Madame Rossignol. Oui, merci Monsieur le Président. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiète par les propos du ministre, parce que depuis tout à l'heure, on nous dit en substance que le Parlement n'a pas à être informé de... On nous dit les 12 jours après la déclaration d'état d'urgence sanitaire, etc. n'existe plus, c'est reporté à 1 mois. Là, on refuse qu'on siège dans un comité de suivi. On peut se poser légitimement la question de savoir à quoi sert le Parlement aujourd'hui. Nous sommes la représentation nationale et nous sommes le Sénat, la Chambre des collectivités. Je rappelle quand même que ce sont les élus locaux qui sont le plus souvent confrontés, je dirais directement, à cette crise sanitaire. Donc, bien évidemment, la question n'est pas de freiner les travaux du comité scientifique, mais je crois que le Parlement aurait toute sa place dans cette instance et qu'on ne peut pas rester sans avoir la possibilité de donner notre avis, notre point de vue, je le redis, tout en faisant confiance, bien évidemment, à ce comité scientifique. On ne revient pas du tout sur la qualité de ce comité. Mais, Monsieur le Ministre, nous existons, donc existons vraiment. Monsieur le Président Milon, et puis ensuite je vous donnerai la parole. Non, Madame Rossignol, excusez-moi. D'abord Madame Rossignol et le Président Milon. Merci Monsieur le Président. Je pense qu'on a du mal à trouver le bon ajustement de ce comité scientifique parce que c'est un comité ad hoc qui est créé en l'espèce par la loi sur l'état d'urgence sanitaire, mais qui existe déjà d'un certain point de vue et qui de toute façon existe aussi même quand il n'est pas créé. Parce que je n'imagine pas qu'aucune des décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics, par la Direction générale de la santé, par vous-même Monsieur le Ministre, par votre prédécesseur, l'ait été sans avoir recueilli préalablement l'avis des scientifiques. Et on imagine aussi, et c'est pour ça qu'il est ad hoc, que selon la nature de la crise sanitaire, nous ne faisons pas appel systématiquement aux mêmes scientifiques. Mais je voulais vous dire que la manière dont on hésite à cet instant, en fait, on la sent depuis plusieurs jours. Pour ma part, j'ai été étonnée quand le président de la République a dit, je crois que c'était jeudi dernier, le comité scientifique m'a recommandé de tenir les élections municipales.
Puis ensuite, le comité scientifique m'a recommandé de ne pas tenir le deuxième tour des élections municipales. Mais ce n'est pas le rôle du comité scientifique de dire s'il faut tenir ou non les élections municipales. Le comité scientifique, il informe sur la nature du virus, l'expansion de la pandémie, sur la progression du nombre de décès, sur la manière dont on avance dans la façon de le traiter. Mais la décision de tenir ou non les municipales, c'est la décision purement du politique. C'est la décision du gouvernement, c'est une décision quasiment d'ordre public. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention avec ce comité scientifique qui apparaît au fur et à mesure comme étant une espèce de paravent ou un ministre bis. Je ne veux pas interrompre la conversation entre monsieur le ministre et le président du groupe En Marche, mais c'est pas très grave. Vous tournez le dos au président, monsieur le ministre. Voilà. Madame Rossignol dans l'axe, c'est mieux. Voilà. Bon, ce n'est pas très grave si vous ne m'écoutez pas, peut-être vous m'entendez néanmoins. Je voulais vous faire remarquer pour la suite des événements que, comité scientifique installé ou pas, vous ne pourrez pas continuer de faire reposer sur ce fameux comité scientifique les décisions politiques que vous prenez. C'est de la pure politique de l'ordre public que de décider de tenir ou non des élections, que de décider d'instaurer ou non un couvre-feu. Les scientifiques vous conseillent le confinement et vous prenez les décisions politiques d'organisation du confinement. Monsieur le Président Milon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit le président Kanner parce que c'était extrêmement intéressant. C'est vrai que le 12 mars, le comité scientifique a conseillé la mise en place des élections municipales, du premier tour des élections municipales. Il a conseillé sur la dangerosité. Il y aurait eu ou pas des parlementaires à l'intérieur de ce comité scientifique. Si les scientifiques avaient dit la dangerosité n'existe pas pour les élections municipales, je me demande comment les politiques auraient pu, les élus parlementaires auraient pu aller contre l'avis de ceux qui ont la science, eux qui seraient là que pour représenter le Parlement. Donc je ne suis pas sûr que la décision qui aurait été prise ensuite par le gouvernement aurait été différente de celle qu'il a prise. C'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il me semblerait, il est un peu tard maintenant, donc on ne peut plus le faire, mais Monsieur le Ministre, je vous le dis pour les futures crises, s'il y en a, je ne le souhaite pas, il me semblerait utile que dans le comité scientifique, il y ait plutôt des gens de terrain. Des PH comme vous, par exemple, des médecins généralistes, des infirmiers, des gens qui, sur le terrain, sont directement en contact de la crise et qui, eux, voient l'évolution de la crise que ne peuvent pas toujours voir les scientifiques qui sont plutôt plongés dans leurs études. Donc je ne voterai pas ces amendements parce que je rejoins la position de la Commission des lois et du ministre sur le sujet, mais je souhaite que par la suite, dans le cadre des comités scientifiques, les acteurs de terrain soient eux aussi impliqués. Bien, pas d'autres demandes. Monsieur le ministre. Merci, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. D'abord, dire à la sénatrice Assassi que je respecte le Parlement et je respecte les parlementaires. Je suis au Sénat depuis 14h30. Depuis 8 heures, je n'ai pas mis les pieds dans la cellule de crise sanitaire. Je n'ai pas vu mes équipes, je n'ai pas rencontré mon directeur général de la santé. Je suis parmi vous au Sénat, un jour comme celui-ci. Si je ne respectais pas le Sénat et s'il y avait un doute quant à mes intentions vis-à-vis des parlementaires, vous soyez-en rassurés. Non mais je veux dire, voilà, c'est une journée que j'ai passée avec vous et c'est tout à fait normal, c'est le fondement de la démocratie. Oui, c'est mon travail, mais c'est aussi mon travail d'être avec mes équipes en cellule de crise sanitaire quand il y a des gens qui se contaminent et des hôpitaux qui ont besoin aussi de leur ministre. Mais je le redis, j'étais avec vous ce soir et toute la journée depuis 14h30, s'il y avait un doute. Sur le conseil scientifique, alors, dans la composition, sénateur Milon, il y a des médecins de terrain, il y a un médecin généraliste, le docteur Pierre-Louis Druet, il y a des médecins qui viennent de la PHP, des médecins qui viennent d'hôpitaux de province. Souvent, c'est vrai qu'on a choisi des profils qui sont à la fois des profils de médecins de terrain, mais aussi de chercheurs, mais souvent des chercheurs de façon très pratique. On a aussi un sociologue, on a une spécialiste aussi des questions de réseaux sociaux et d'anthropologie. On a souhaité avoir quand même un groupe à la fois hétérogène et homogène dans sa façon de fonctionner, mais hétérogène dans les modes de pensée et certainement pas politisé. Personne n'en a mis le doute, mais je rassure tout le monde. On n'a pas regardé le pédigré politique des uns et des autres. Ce conseil scientifique, vous avez raison, Madame Rossignol, Madame la sénatrice, de dire que c'est pas lui qui décide. Et personne n'a dit que c'était lui qui décidait. Non. Ah non, vous me retrouverez une seule intervention du Premier ministre, du Président de la République ou de moi-même où on dit que le conseil scientifique a pris une décision. Je dis exactement l'inverse. J'étais avec le professeur Jean-François Delfrécy, qui est par ailleurs
dans son autre fonction, président du Conseil consultatif national d'éthique, qui est donc habitué à éclairer les pouvoirs publics à l'heure où ils prennent des décisions qui sont engageantes pour la société, comme par exemple sur la question de la bioéthique. Il n'est pas avec cette étiquette-là dans le cadre de son exercice au sein du Conseil scientifique, mais pour vous dire qu'on est dans un mécanisme qui existe déjà et qui a déjà été introduit dans le droit. C'est un Conseil scientifique qui, encore une fois, on lui souhaite d'être réactif. Je peux vous promettre, sur la question des municipales, lorsque j'ai proposé au Conseil scientifique, en posant la question, qui était une question que les Français nous posaient, d'après vous, scientifiquement, est-ce que ce premier tour des élections municipales doit avoir lieu? Je leur ai posé la question le jeudi. Et je leur ai dit, ils pourront vous le répéter, n'internalisez certainement pas la contrainte politique. Vous n'êtes pas là dans un rôle politique, vous n'êtes pas à notre place. Est-ce que d'un point de vue scientifique, épidémiologique, sociologique, médical, est-ce que ça vous est-ce que d'après vous, ça présente un surrisque ou non d'aller voter par rapport à la situation telle qu'elle est proposée avec les mesures de confinement partiel? Leur réponse a été non. Je leur ai reposé la question le samedi, considérant que la situation épidémiologique avait pu évoluer, qu'il y a eu l'intervention du président de la République, et je leur ai dit à nouveau, oubliez que les élections ont lieu demain, ce n'est pas votre problème. Vous êtes là pour nous dire, comme médecin, comme scientifique, oui ou non, est-ce qu'on doit arrêter les élections municipales? Si vous nous dites que, dans votre sens, on doit les arrêter, c'est quelque chose dont on va forcément tenir compte, mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui décidez. Ça veut dire que si vous nous dites que vous avez des arguments pour qu'on l'arrête, c'est important de nous le dire maintenant. Leur réponse, elle a été non. Tout ça est transparent, monsieur le sénateur. On n'a pas, même pas, quand vous dites l'apprendre par la presse, moi j'ai souhaité, et ils se sont engagés, ils ont signé une déclaration préalable d'intérêt, ils n'ont pas signé de clause les empêchant de communiquer. D'ailleurs, vous envoyez régulièrement sur les plateaux télé ou sur les radios. C'était encore le cas aujourd'hui et hier. Et enfin, je leur ai demandé de faire systématiquement des comptes rendus écrits de l'ensemble de leurs avis, exhaustifs, qui sont publiés et qui sont totalement publics. Vous pouvez chercher, et c'est la première fois qu'on a un fonctionnement comme cela, en toute transparence, en progressivité, du premier au dernier jour. Et la dernière étape de la transparence, ça consiste à vous dire, ça fonctionne bien, on en a besoin, mais on voudrait aussi que le Parlement puisse avoir un droit de regard sur ce fonctionnement, et c'est pour ça qu'on vous propose de l'introduire dans le droit. Bien, alors, je vais maintenant consulter sur ces 3 amendements qui ont fait l'objet d'une discussion commune, qui a été éclairante. D'abord sur l'amendement numéro 12. Ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main. Avis contraire, n'est pas adopté. Sur l'amendement 51, même vote. Sur l'amendement 15, même vote. Ils ne sont pas adoptés. Et nous passons sur un amendement qui porte le numéro 49. Madame la Présidente. Il est défendu, Monsieur le Président, au regard de la discussion que nous venons d'avoir, mais je voulais quand même soutenir les propos qu'a tenus Madame Goulet tout à l'heure, parce qu'il est vrai que lors de l'état d'urgence, nous avons effectivement, le ministre d'alors avait pris les précautions de réunir un comité de suivi, et de mémoire, j'ai le sentiment quand même que ces réunions hebdomadaires se passaient relativement bien et que nous avons pu en tirer des éléments intéressants, même si c'était autre chose, mais c'était la volonté du gouvernement d'alors, et Dieu sait ce que j'en pense, mais qui avait créé les conditions pour que le Parlement soit associé quand même aux grandes lignes de décision qui devaient être prises par la suite aux attentats. Bien. L'avis comme il est défendu, l'avis de la Commission, l'avis du gouvernement? Défavorable. Il n'est pas adopté. Nous sommes d'accord. L'amendement 63 rectifié, Monsieur le Ministre. Il s'agit d'étendre le pouvoir de contravention en cas d'infraction aux limitations de sortie à la police municipale et aux agents de la ville de Paris, de manière à pouvoir être pleinement efficace. Vous précisez que je crois sur les 24 premières heures d'application du confinement généralisé, il y a eu près de 4000 contraventions qui ont été déjà distribuées aux Français. Bien, l'avis de la Commission, Monsieur le Président. Favorable. Favorable. Madame de La Gontrie. Je dois dire, Monsieur le Ministre, que cet amendement est savoureux. Parce que nous avons eu dans cet hémicycle des débats sur la police municipale, et vous avez eu également le même débat, je dis vous parce que je pense qu'à l'époque vous étiez député, sur la police municipale à l'Assemblée nationale.
Et malgré les tentatives de conviction, nous n'avons jamais réussi à convaincre le gouvernement sur le fait que Paris avait besoin d'avoir une police municipale, comme les autres collectivités, qui soit dotée des mêmes pouvoirs. Si vous voulez, chers collègues d'Allier, nous pouvons revenir sur les motifs et sur le fait qu'effectivement, vous savez que un rapport de la Cour des comptes a indiqué que 2,5% du temps utile des fonctionnaires de police à Paris sont consacrés au terrain. Et donc, vous le savez, depuis les années du terrorisme, Bataclan, etc., de fait, les agents de police nationale n'ont plus la possibilité de se consacrer à toute une série d'interventions qu'on peut qualifier de moins graves, mais qui sont tout aussi importantes pour le bien-être de nos concitoyens. Je ferme la parenthèse, cher Philippe Dallier. Donc, cet amendement, quel rapport? Parce que cet amendement permet de doter les agents municipaux de pouvoirs de police municipale qui nous avaient été refusés il y a quelques semaines, je le souligne. Mais pour autant, Monsieur le Ministre, je serai preneuse d'un certain nombre d'éclaircissements parce que nous n'avons pas... Est-ce que nous pouvons avoir des éclaircissements sur ce sujet puisque il n'est rien indiqué concernant l'autorité hiérarchique, concernant la formation, concernant les pouvoirs qui sont donnés à ces agents, tout sujet qui était censé être si difficile à traiter qu'il ne pouvait pas être voté il y a quelques semaines. Bref. Donc, la période est particulière, les pouvoirs sont nécessaires, il faut dresser des contraventions, mais vous voyez que nous sommes quand même dans un grand flou sur l'encadrement juridique de l'intervention de ces personnels. Et donc, je souhaiterais que le gouvernement puisse, à minima, lever ce flou, sachant que je vous indique, Monsieur le Ministre, que la Ville de Paris n'a pas été consultée avant même que cet amendement soit déposé. Bien. Pas d'autres explications. Ceux qui sont favorables, manifestent en levant la main. Je rappelle que nous avons eu un avis favorable de la Commission. Avis contraire. Abstention. Il est adopté. Non, c'est terminé la consultation. Non, mais il a considéré que... L'amendement numéro 4 est déclaré irrecevable. Article additionnel après l'article. Alors, sur l'ensemble de l'article 5, demande d'explication de vote. Il n'y en a pas. Ceux qui sont favorables, le manifeste en levant la main. Avis contraire. Abstention. Abstention. Il est adopté. Après l'article 5, un article additionnel qui porte le numéro 86 rectifié bis. Il tombe car il n'est pas défendu. Un autre article additionnel qui est présenté, lui, par le gouvernement, il porte le numéro 64. Oui, Monsieur le Président, qui consiste à adapter les dispositions au territoire de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis et Futuna ou Nouvelle-Calédonie. Avis de la Commission. Favorable. Pas de demande d'explication de vote. Ceux qui sont favorables, manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention. Article 5 bis, un amendement 53, et il est présenté par Madame Cohen. Oui, nous avons eu déjà une explication très pédagogique par le président Bas, donc je pense que notre amendement a déjà été défendu puisque nous demandons la suppression de cet article, puisque nous n'étions et nous ne sommes toujours pas favorables à ce que la commission des lois a souhaité faire, c'est-à-dire étendre à 2 mois la durée de l'état d'urgence. Donc voilà, on s'est déjà expliqué, on a déjà échangé, donc pas besoin d'aller plus loin. Monsieur le Président. Avis défavorable pour des raisons déjà exposées. Vous êtes déjà expliqué. Oui. Bon, défavorable donc. Je consulte. Ceux qui sont favorables manifestent en levant la main. Avis contraire. Il n'est pas adopté. Un amendement 33, Monsieur Sueur le présente. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Cet amendement est pour nous l'un des plus importants. Je sais que Monsieur Bas nous dira, car il l'a déjà beaucoup dit en commission, qu'il est dans une logique différente et que
il n'y a pas de problème en fait, puisqu'il s'agit d'un ensemble de dispositions qui s'étalent en quelque sorte dans le temps naturellement. Nous sommes extrêmement attachés au pouvoir du Parlement, je pense que Philippe Bas l'est aussi, et nous pensons que l'on donne de tels pouvoirs au gouvernement, avec cette collection d'ordonnances et avec beaucoup des articles et des dispositions de ce projet de loi, on donne de tels pouvoirs, mes chers collègues, qu'il faut que le Parlement exerce sa mission de contrôle. Ça nous paraît absolument indispensable. Et je crois même que ça paraissait indispensable au gouvernement, puisque vous savez, Monsieur le ministre, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que dans la première version du texte émanant du gouvernement, il était question de 12 jours. 12 jours, c'était sans doute excessivement court. En revanche, dans sa sagesse, le Conseil d'État a préconisé 1 mois. Bon, qu'au bout d'1 mois, on puisse faire le point sur les dispositions qui sont mises en œuvre de façon totalement dérogatoire, de façon totalement exceptionnelle, ça nous paraît le minimum par rapport aux droits qui doivent être ceux du Parlement. Je rappelle que dans le texte de la Commission, Monsieur le Président, il s'agit de 2 mois sans contrôle du Parlement, sans retour du Parlement, reconduit de mois en mois. Donc ça peut faire 3 mois sans que le Parlement intervienne. Alors quand on voit, et je finis là-dessus, ce qui se passe au jour le jour, et que rappelait Patrick Kanner, vous voyez, cet après-midi à 15 h, nous étions très nombreux à ne même pas imaginer que l'on puisse se trouver dans une situation où dans 30 000 communes, il y aurait une déclaration nationale qui dirait n'appliquez pas la loi, puisque la loi oblige à élire les maires et les adjoints. La loi telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est comme ça. Mais vous vous rendez compte, comme les choses vont vite, on aura l'occasion d'en parler, et nous savons qu'il faut faire preuve de responsabilité. Mais dans un tel contexte où tout change tellement vite, et où il y a des mesures d'une telle importance, d'une telle gravité, nous n'abdiquerons jamais sur ce qui est, nous paraît être le minimum dans les droits du Parlement, et tel que l'a préconisé, je le redis, le Conseil d'État. Bien, pas d'autres demandes. Je consulte sur cet amendement. Nous avons entendu l'avis de la Commission. Monsieur le Président, l'avis. Monsieur le Président, là encore, je suis obligé de faire une petite explication parce qu'on est dans des régimes très différents. On raisonne toujours en fonction de l'état d'urgence de la loi de 55 qu'on a utilisé pour lutter contre le terrorisme. On n'est pas dans ce cadre. Dans l'état d'urgence de la loi de 55, le gouvernement prend un décret et s'il veut continuer à bénéficier des pouvoirs de l'état d'urgence au-delà de 12 jours, le Parlement vote. Quand nous avons eu à le faire, nous avons voté la prorogation de l'état d'urgence pour 6 mois et il a fallu le renouveler plusieurs fois au bout des 6 mois et le Parlement s'est à chaque fois prononcé en faveur de la reconduction de l'état d'urgence. Dans le système que nous proposons et qui n'est pas calqué sur l'état d'urgence, les choses sont différentes. Nous votons une loi aujourd'hui et demain au Parlement. Cette loi ouvre directement la mise en œuvre des pouvoirs d'urgence sanitaire. Ces pouvoirs d'urgence sanitaire, le gouvernement les met en œuvre pendant 2 mois. S'il veut les reconduire au bout de 2 mois, il revient voir le Parlement pour y être autorisé. Et donc vous voyez que c'est déjà un délai beaucoup plus court que celui dont nous avons l'habitude pour l'état d'urgence dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Si maintenant l'épidémie s'arrête, après que cet état d'urgence sanitaire ait produit tous ses effets, et que malheureusement elle repart dans 6 mois. À ce moment-là, le gouvernement devra prendre un décret, et c'est là que la mécanique traditionnelle de l'état d'urgence de la loi de 55 nous a inspiré. Dans 6 mois par exemple, mettons que ce soit au mois de novembre, l'épidémie redémarre. Le gouvernement, à ce moment-là, nous demande, ou plutôt prend un décret pour remettre en vigueur l'état d'urgence et au bout d'1 mois, il doit être repassé par le Parlement pour que ça se prolonge au-delà de ce mois. Et tout ceci
ne va pas durer pour la vie parce que la disposition sur cette mécanique, elle prend fin dans un an. Et par conséquent, vous voyez que c'est difficile à expliquer, j'espère pour autant être clair. Nous avons voulu faire un système qui ne soit pas durablement gravé dans le marbre de la loi. Ça tombe dans un an, ça peut s'arrêter dès le mois de mai. Si ça doit repartir en novembre, un décret est pris et au bout d'un mois, la loi peut consolider la deuxième phase d'état d'urgence qui aurait été jugée nécessaire. Au fond, nous sommes pleins d'espoir. Nous pensons que dans un an, nous aurons définitivement surmonté cette épidémie. Et si ça ne devait pas être le cas, alors le gouvernement pourra, comme il le fait aujourd'hui, nous demander de rétablir ses pouvoirs. Mais nous sommes très prudents. Nous ne voulons pas que les régimes d'exception s'incrustent dans notre législation ad vitam aeternam. Monsieur le ministre. Défavorable. Oui, monsieur Richard. Monsieur le Président, plusieurs des débats qui viennent de se dérouler me paraissent ne pas forcément prendre la bonne mesure de la coopération entre le gouvernement et le Parlement en période de crise. Cette coopération peut se passer sous la forme d'échanges réguliers, volontaires, comme ça a déjà commencé à plusieurs reprises avec les présidents de groupe et les représentants des formations politiques. Et je ne crois pas qu'il soit judicieux de l'encadrer dans des procédures obligatoires. En revanche, monsieur le ministre, je pense qu'à la conclusion de ce débat, ou demain, il serait heureux que le gouvernement nous annonce ses intentions en matière de concertation régulière avec le Parlement. Il n'est pas forcément indispensable que ça passe par les présidents de formation politique, mais en effet, comme plusieurs collègues y ont fait allusion, la formule d'un comité de suivi souple avec chacune des assemblées serait, me semble-t-il, la meilleure façon de traiter ce problème. Je soumets aux voix cet amendement. Ceux qui sont favorables à cet amendement le manifestent en levant la main. Avis contraire. Il est adopté. Il n'est pas adopté, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je vais mettre aux voix l'article 6, le 5 bis, ainsi adopté. Je mets aux voix l'article 6. Pas d'opposition? Adopté. Après l'article 6, j'ai un amendement qui porte le numéro 27. Il est présenté par notre collègue Philippe Mouillet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les fondations hospitalières sont actuellement limitées dans leur action puisque leur objet se limite à concourir à la recherche. Il est nécessaire, dans la crise sanitaire actuelle, de leur permettre de soutenir les établissements publics de santé, notamment via le financement de matériel et d'actions de soins, et ainsi leur permettre de concourir à la lutte contre l'épidémie, dans un contexte où de nombreux acteurs se manifestent pour contribuer. Monsieur le Président de la Commission des lois. Avis favorable. 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 Pas d'opposition. Adopté. Je vais maintenant vous demander d'examiner l'article 6 bis nouveau. J'ai une demande de parole du président Retailleau. Monsieur le ministre, nous terminons le bloc sur l'état d'urgence sanitaire et je ne vous laisserai pas partir sans que vous ayez répondu aux questions que le Premier ministre vous avait chargé de répondre, puisque je lui ai posé des questions sur les masques. Il se trouve qu'il y a 2 heures, j'ai fait une visioconférence avec tous les sénateurs de mon groupe qui n'ont pas pu siéger ici. Et les résultats, les retours que j'ai sont catastrophiques. Dans l'Oise, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas Laurence Rossignol qui va me contredire, dans l'Oise, les masques n'arrivent pas. Dans l'Oise, qui est un cluster qui a été déclaré depuis longtemps. Moi, j'ai assisté auprès du Premier ministre, avec vous, à au moins 2 réunions. J'ai entendu à plusieurs reprises, sur les télévisions, le Président de la République, le Premier ministre. Il y a des déclarations, et puis il y a des masques qui n'arrivent pas. Et c'est désespérant.
Alors, de deux choses l'une. Vous nous donnez les vrais chiffres, département par département. Vous nous dites, non possumus, l'État est dépassé. Et alors, les collectivités vont s'en occuper, région ou département. Mais ça ne peut pas durer. Moi, j'ai contacté ce soir, monsieur le ministre, j'ai contacté 2 entreprises. L'une qui peut produire, parce qu'elle a une unité en Chine, 400 000 masques par jour, et l'autre qui importe aussi. Donc, ou vous nous dites, vous avez la situation en main, vous continuez à nous jeter à la figure un certain nombre de millions, de dizaines de millions de masques, moi je veux bien l'accepter, mais ça n'est pas, c'est une question, je vous demande de répondre. Pardonnez-moi, mais nous sommes comptables, vous comme nous, le Parlement, moi j'ai un esprit de responsabilité. Mais très franchement, j'arrive à la conclusion que ce que nous entendons et ce qu'on nous dit n'est pas la vérité. Et enfin, sur la chloroquine, s'il s'avérait, puisque les États-Unis veulent mettre la main sur les stocks d'une entreprise en plus française, Sanofi, il y a une autre entreprise, vous la connaissez, anglo-suédoise. Si jamais la chloroquine était la solution, j'espère que la France ne se fera pas souffler les stocks d'une entreprise française pour des produits qui sont importants. Vraiment, je monte le ton, parce que demain, on nous le reprochera tous collectivement, et l'important, c'est de réussir le défi, monsieur le ministre. Compte avait été aussi inscrit pour parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais aussi attirer votre attention sur un point qui pourrait être pris en charge par les éléments de l'article 7, mais qui est très important. Ce sont les Français qui rentrent en France après avoir été et résidé à l'étranger et ne disposent pas pendant 3 mois de la protection universelle maladie et ne disposent aujourd'hui d'aucune assurance maladie en France. Dans les circonstances actuelles, il est absolument indispensable de prendre ceci en compte dans les ordonnances que vous envisagerez. Madame Rossignol. Non, ce n'est pas votre question, c'est une prise de parole sur l'article, s'il vous plaît. J'ai une question. C'est vrai que vous partez, monsieur le ministre? Oui, mais c'est la règle. Et les sujets santé qu'on a encore à examiner par la suite dans le texte, vous ne serez pas là? Ah ben si, moi j'en ai un. Nous passons à des chapitres différents. Alors moi j'ai un sujet santé parce que j'ai un amendement après l'article 7 et je voulais juste vous en parler, donc on va le faire tout de suite, si monsieur le Président l'autorise. Non, dites ce que vous avez à dire et puis après, nous verrons. Je voulais attirer votre attention sur le fait que depuis 2 jours, monsieur le ministre, il me remonte des services d'orthogénie, des gros problèmes dans l'accès à l'IVG, à tel point que le Collège des gynécologues obstétriciens de France a diffusé à ses adhérents, enfin à ses membres, une note sur comment prendre en charge les IVG pendant cette période. J'ai déposé un amendement pour que, à la demande par exemple de Madame Rada Hatem, que vous connaissez j'imagine, qui est la chef obstétricienne de la Maison des Femmes, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, vous aurez l'occasion d'aller la visiter comme tout le monde, comme tous les ministres. Nous avons un gros problème parce que les délais d'IVG ne sont pas compatibles avec ce qui se passe en ce moment. Nous savons tous, nous en avons discuté plusieurs fois ici, que 5000 femmes vont chaque année à l'étranger parce qu'elles sont hors délai. Tout le monde est d'accord pour qu'elles aillent à l'étranger, personne n'a jamais essayé de l'empêcher. Et même ça nous arrange qu'elles aillent à l'étranger puisqu'on ne veut pas allonger les délais. Là, les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées, donc plus personne ne va à l'étranger. Dans les services, il manque des médecins, il manque des soignants, ils sont malades, vous le savez. Il y a des hôpitaux qui ne font plus, qui restreignent leurs IVG et donc les femmes arrivent sur d'autres hôpitaux. Elles n'y arrivent pas, les médecins vous demandent 2 semaines d'allongement des délais. Donc il y a un amendement, j'aimerais qu'avant que vous partiez, puisque vous ne l'avez apparemment pas vu, vous nous donniez votre avis sur cet amendement, que vous preniez le sujet, il y a besoin de la loi, on ne peut pas le faire par l'habilitation, c'est pas dedans, et nous allons au-devant de gros problèmes qui vont s'ajouter aux problèmes familiaux, intrafamiliaux que va incontestablement provoquer le confinement. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, je voulais que vous demandiez à quelqu'un, je sais que monsieur Patria est en train de probablement de vous dire qu'il faut me suivre dans cette demande,
et d'appuyer ma proposition. Je vois que je vous ennuie, Monsieur le Ministre. Je ferai part aux obstétriciens qui m'ont saisi du fait que quand je vous en ai parlé, vous vouliez partir et que ça vous ennuyait. C'est pas ça que vous voulez. Allez, c'est donc terminé. prenez le temps. Monsieur le ministre, pour répondre... Non mais attendez, pardon, Monsieur le Président. Madame Rossignol. Attendez, je voudrais que vous répondiez aux trois. Je vais répondre. Je commence par Madame Rossignol. Mais vous devez répondre. Je commence par Madame Rossignol, Monsieur le Président Larcher. Il est 23h, je veux bien faire une séance de questions au gouvernement. Il est 23h pour moi et pour le Sénat aussi. Je vous demande de répondre. Je réponds à Madame Rossignol qui m'a posé la dernière question, Monsieur le Président. Mais à Monsieur Retailleau aussi. J'ai un ordre obligatoire de réponse ou pas? C'est la tradition. Ah, c'est la tradition. Alors je vais commencer dans ce cas par Monsieur Retailleau. Ce sera la réponse la plus longue. Parce que la question... Bien. Mais Monsieur Ravier, je ne vais pas me coucher, je vous assure, je vais aller en cellule de crise. Si vous voulez voir les équipes, vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde. Monsieur le ministre, allez-y. Monsieur Retailleau, des chiffres sur la question des masques. Vous avez demandé des chiffres en disant on veut cette fois-ci de la transparence. La transparence, elle y est depuis le début, hein, sur la question des chiffres et des masques, et je vais vous la donner à nouveau. En 2010, il y avait dans notre pays un stock d'État de masques chirurgicaux d'1 milliard de masques et un stock d'État de masques FFP2 de 600 millions de masques. Il y avait donc 1 milliard 600 millions de masques, le même nombre qu'en 2009, qu'en 2008, etc. Il y a eu la grippe H1N1. Il y a eu une saisine du Haut Conseil de santé publique. Et il y a eu une décision, à l'époque, qu'on peut revisiter avec un peu de recul, qui consistait à dire il n'est plus nécessaire de conserver et de réalimenter des stocks d'État en masques chirurgicaux et en masques FFP2. En 2011, il n'y avait plus que 800 millions de masques chirurgicaux. En 2012, il y en avait de mémoire 680. En 2013, il y avait 550 millions de masques chirurgicaux, etc., etc., etc. Quand je suis arrivé au ministère, et quand Agnès Buzyn était au ministère de la Santé et des Solidarités, il y avait 150 millions de masques chirurgicaux de stock d'État et aucun masque FFP2 en stock d'État. Donc c'est une décision qui revient, qu'on peut revisiter. Hein. Moi, je peux vous dire une chose. Première chose que je ferai, première décision que je prends une fois la crise sanitaire passée, c'est réunir un conseil citoyen, un conseil scientifique pour le coup, et décider une bonne fois pour toutes de se mettre à l'abri de ce type de situation. Seulement à l'époque, parce que j'ai ressorti les dossiers de 2010 et 2011, il avait été considéré qu'avoir des stocks qui peuvent périr avec le temps, se périmer, n'était pas indispensable dans la mesure où les productions de masques étaient gigantesques, notamment en Chine, et qu'on pourrait s'alimenter le moment venu. Sauf que ce qui n'avait pas été anticipé à l'époque, c'est que la Chine serait percutée avant la France par une épidémie terrible qui frapperait la région industrielle, la première région industrielle productrice de masques au monde, et qui fait que pendant 3 mois, il n'y aurait plus une usine qui tournerait. Donc attendez, l'histoire est importante, Madame la Sénatrice, je crois. En tout cas, je crois avoir la liberté d'expliquer où est-ce qu'on en est et pour quelles raisons. Et les personnes qui nous ont précédés également pourraient vous en parler, je pense. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est la suivante. 150 millions de masques chirurgicaux, pas de masques FFP2. Nous avons, dès le 3 mars de cette année, procédé à une réquisition. Nous sommes le seul pays à l'avoir fait. Réquisition de la totalité des stocks et des capacités de production. Nous avons réalisé ce qu'on appelle un monitoring, c'est-à-dire examen de tous les besoins potentiels, de toutes les capacités de production et de tous les stocks sur notre territoire national à date du 3 mars. À partir... Je comprends votre impatience, je vais faire une réponse qui sera longue, Monsieur Retailleau, parce que le sujet est long et il mérite une réponse longue. S'il vous plaît, poursuivez, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je continue donc. Nous avons passé cette réquisition qui était un acte unique, fort, et que la France est le seul à avoir fait. D'ailleurs, j'étais allé à l'Europe, à Bruxelles et à Rome, demander à mes homologues européens de faire la même chose, de manière à ce qu'on puisse avoir un monitoring européen des capacités de production, de stockage et des besoins en masques. Considérant la situation de relative pénurie dans laquelle nous étions, j'ai saisi les sociétés savantes d'hygiène hospitalière, de santé publique, le Haut Conseil pour la santé publique, Santé publique France, en leur demandant de faire ce qu'on appelle une doctrine de résilience, c'est-à-dire de déterminer qui devait avoir quel type de masque, en parlant de la population des soignants, que ce soit des médecins, des infirmières, à la ville, à l'hôpital, etc. Tout cela a été présenté aux organismes syndicaux. J'ai réalisé 2 premiers destockages massifs de 15 millions de masques qui ont permis de tenir pendant environ 2 semaines, 2 semaines et demie. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pertes en ligne, qu'il y avait du vol dans les hôpitaux, c'était le cas du CHU de Montpellier, 14 000 masques qui disparaissent pendant la nuit, qu'il y avait du vol dans les pharmacies, qu'il y avait encore des pharmacies, vous avez eu le témoignage tout à l'heure d'une de vos collègues qui expliquait qu'il y avait parfois des masques, mais personne n'a dit que ça expliquait tout. La base,
La base, Monsieur Retailleau, c'est que nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection à une crise sanitaire en raison d'une décision qui a été prise il y a 9 ans. Donc je vous le dis en transparent. Maintenant, nous avons, quels sont les chiffres actuels? Nous avons une production de masques chirurgicaux sur le territoire français. Toutes les entreprises qui fabriquent des masques fonctionnent H24 sur le territoire français. Nous avons passé un contrat d'exclusivité et avec la réquisition, elles ne peuvent pas exporter. Nous avons une production aujourd'hui de 6 millions de masques chirurgicaux par semaine et d'ici à 3 semaines, la production passera à 8 millions de masques par semaine. J'ai déstocké, conformément à ce qu'a annoncé le Président de la République, et ont été livrés dans les pharmacies d'officine le 16, 17 et 18 mars, exactement 12,3 millions de masques, dont 1,7 million de masques FFP2, à destination des professionnels de santé libéraux. Et le 18 et 19 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, ont été livrés à l'ensemble des hôpitaux du territoire français 17 millions de masques chirurgicaux et FFP2. Même, je vais vous donner même des informations plus détaillées que ça, c'est que dans chaque groupement hospitalier de territoire, l'hôpital support est chargé de réunir les masques et ensuite les différents organismes médico-sociaux, sociaux et hospitaliers viennent les chercher sur site. La logistique a été extrêmement compliquée et vous avez raison de le souligner, ce qui fait que nous avons dû passer par des prestataires, il y a eu des droits de retrait d'un certain nombre de livreurs, il a fallu intervenir en pleine nuit pour lever des séquestres parce que quand on fait une réquisition, eh bien du coup... Mais on est en train de travailler avec l'armée qui nous a d'ailleurs livré 5 millions de masques. Mais l'armée nous a livré 5 millions de masques. On travaille en parfaite coopération avec l'armée. Donc 12,3 millions de masques ont été déstockés, ont été livrés dans les officines. 17 millions de masques ont été livrés dans les hôpitaux. Ça, ce sont les chiffres. Il nous reste aujourd'hui quelques 80 millions de masques chirurgicaux et quelques millions de masques FFP2. Donc nous avons aujourd'hui la charge de programmer l'utilisation de ces masques de manière à pouvoir tenir dans la durée. Dernier paramètre, c'est que nous avons passé des commandes à tous les pays qui étaient capables de nous fournir des masques. Quelles que soient d'ailleurs les conditions de vente, tout ce qu'on voulait, c'est que ce soit normé, sécurisé pour les médecins qui seront protégés. Je ne vais pas me mentir, je reçois 20 à 30 messages par jour, y compris d'ailleurs parfois de sénateurs, qui me disent connaître quelqu'un qui a une entreprise qui est prête à produire les masques et pourquoi on ne lui en commande pas. Nous faisons tout vérifier. J'ai une cellule de 15 logisticiens. 15 personnes qui s'occupent de la logistique des masques, qui vérifient chaque proposition, chaque entreprise dont on dit qu'elle pourrait produire. Et nous sommes allés au-delà. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie, travaille avec tous les industriels du secteur papier et du secteur textile en vue de réorienter leur production vers la production de masques. Croyez-moi, monsieur le sénateur, la question des masques est une question prééminente qui me préoccupe énormément et je le comprends car nous devons la protection aux soignants et nous devons la protection aux Français. Je vous dis les choses en toute transparence, monsieur le sénateur. Si nous avions eu 1 milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques FFP2, comme c'était le cas en 2010, personne ne parlerait des masques. Mais la situation n'est pas celle-ci et nous devons faire avec. Et c'est pour cela que nous travaillons d'arrache-pied pour trouver les capacités de production et les importations qui sont nécessaires. Sur la question, monsieur Retailleau, que vous avez posée s'agissant du traitement par chloroquine. Lorsque le professeur Didier Raoult de Marseille, de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, m'a fait part de son souhait de faire un projet de recherche clinique, en 24 heures, je lui ai donné et fait valider par les autorités compétentes un protocole clinique lui permettant de tester le médicament qu'il a essayé, d'ailleurs une bithérapie en l'occurrence, c'est pas de la chloroquine, c'est chloroquine plus azithromycine qu'il a testé chez 24 malades, il a publié les résultats. Bien, il fallait avancer, on ne peut pas se limiter à une étude de 24 malades dont on n'a pas encore tous les paramètres pour pouvoir dire on va en donner aux malades et aux patients français. Donc, j'ai demandé à ce qu'il y ait une étude multicentrique qui a démarré il y a déjà 3 jours, notamment dans les hôpitaux parisiens, à Lille et dans d'autres territoires sur quelques centaines de malades, qui sera rapide, à nouveau avec des protocoles opérationnels qui ont été délivrés en moins de 24 heures pour qu'on ne perde pas une journée. Et vous me posez la question de savoir si nous serons capables, le cas échéant, de donner les traitements aux patients. Je me suis entretenu encore il y a 2 jours pour le vérifier avec les industriels qui produisent les médicaments. Ils m'ont dit disposer aujourd'hui de 300 000 boîtes de médicaments et avoir une capacité de production de plusieurs millions de boîtes par mois. Et nous avons pris le devant, monsieur le sénateur, puisque l'exportation de ces médicaments est impossible en France depuis déjà 2 semaines par anticipation au cas où la nouvelle serait bonne. Mais je reste extrêmement prudent, monsieur le sénateur, et jusqu'ici je n'en ai pas parlé, parce que tant que nous n'avons pas la garantie de la sécurité sanitaire et de l'évidence sanitaire de l'utilité pour les malades,
de ce traitement. Je ne veux pas en faire la promotion parce que ce serait dangereux. Nous l'avons vu il y a un mois, lorsque les Français ont commencé à se jeter sur des boîtes de chloroquine dans les pharmacies. Ce n'est pas un médicament anodin. Il peut avoir des conséquences sur l'état de santé et je serais totalement irresponsable comme ministre de la Santé si j'en faisais aujourd'hui la promotion. Mais croyez-moi, si on peut avoir une bonne nouvelle, on aura de quoi soigner les malades français. J'espère vous avoir répondu. Merci, monsieur le comte. Madame Rossignol. Alors, pardon, parce que du coup, après mon tunnel sur les masques, vous m'aviez interrogé sur la question des... Ah oui, sur les Français, sur la question des Français qui reviennent, ça... Hein? Non, mais sur les Français qui revenaient, monsieur m'a interrogé sur les Français du retour. Et d'ailleurs, on ne parle pas de rapatriement, mais de retour. Ça, je vous propose éventuellement vous en entretenir avec Jean-Yves Le Drian, qui est très impliqué au quotidien sur ces sujets-là, qui aurait pu vous répondre à la séance de questions au gouvernement. D'ailleurs, s'il y avait été interrogé, si vous avez été interrogé sur cette question, on pourra éventuellement vous apporter une réponse. Quant à madame Rossignol, pas de polémique, enfin, pas avec moi, sur la question de l'IVG et de l'intérêt que je peux porter aux droits des femmes et de l'accessibilité des femmes à l'IVG. Non, mais vous terminez votre question. Je vous réponds. Vous avez terminé votre question en disant, je dirais aux obstétriciens que c'est pas un truc qui... Attendez, madame Rossignol, ça m'intéresse profondément, d'accord ? Profondément, ce sujet-là. L'accès des femmes à l'IVG est un sujet qui m'intéresse profondément. Est-ce qu'il faut pour autant, dans un état d'urgence sanitaire, aller augmenter de 2 semaines le délai d'IVG ? Je ne suis honnêtement pas sûr que ce soit l'objet du texte et je ne suis pas sûr que cela nous emmène sur des débats qui permettent sereinement d'aborder la question prééminente de l'état d'urgence sanitaire. Par contre, madame Rossignol, je connais très bien le formidable médecin que vous avez cité qui s'occupe de la Maison des Femmes en Seine-Saint-Denis, que j'ai déjà vu et accompagné depuis quelque temps et elle vous le confirmera. Je veux bien lui en parler pour voir si effectivement elle a un ressenti d'un allongement des difficultés des femmes pour accéder à l'IVG. J'ai aucune difficulté pour en parler. J'en parlerai également à Marlène Schiappa, secrétaire aux droits des femmes, pour qu'on voit ensemble s'il est nécessaire, s'il y a lieu de prendre des dispositions pour en faciliter l'accès. J'avoue que le mécanisme entre l'épidémie et le délai d'accès à l'IVG ne met pas spontanément, oui, mais le lien de causalité ne m'est pas complètement spontané, mais je vous promets de creuser, je vous ferai une réponse dans les 2 jours. Bien, merci monsieur le ministre. Ça valait le coup que vous preniez un peu de temps. Je dois soumettre au vote l'article 6 bis nouveau après. Donc ceux qui sont favorables, le manifeste en levant la main. L'article 6 bis nouveau. Avis contraire, il n'y en a pas. Il est donc adopté. Voilà pour ce débat au Sénat sur l'état d'urgence sanitaire. Et vous l'avez vu, le débat a été assez vif entre les sénateurs et le ministre de la Santé, Olivier Véran. Un débat qui portait notamment sur la nature des mesures de restriction des libertés des Français à prendre dans cette crise. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour rester informé sur cette crise sanitaire, n'hésitez pas à aller sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Et n'oubliez pas, restez chez vous.